Mon père m'a toujours dit, ici, tu te comportes comme un invité. Je veux que tu sois irréprochable. C'est une terre d'accueil, tu dois respecter. J'ai vu tous ces commentaires, j'ai arrêté d'y répondre. Le pays doit faire en sorte que les médias rassemblent et ne divisent pas. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Moi, j'ai passé ma jeunesse à vendre des kebabs à des mecs qui arrivaient sous, qui tombaient dans le comptoir et qui me demandaient si la viande était halal. Vendre de la drogue, c'est moins grave que faire un crédit. C'est pas mon point de vue à moi. Je n'ai jamais poussé les gens à faire des financements. J'ai expliqué quel était le modèle financier que moi j'ai effectué pour me développer. Tout est haram si tu mets ton nez dedans. La communauté arabe, si elle financerait pas, ça serait la communauté la plus pauvre. Pour s'enrichir, il faut savoir vivre comme un pauvre. Nous, on a dormi sur des congélateurs. Ce qui me plaît dans la réussite, c'est plus la quête que la finalité. Un black qui nettoie les WC, je sympathise avec lui. Je lui dis, tu prends combien en pourboire? Il me dit, par mois, $20 000. C'est énorme. La réussite, c'est d'avancer d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Bon, salut Hakim, comment Salut tu Oussem. vas? Ça va et toi? La forme? Ouais. Merci pour cette nouvelle invitation. Bah écoute, c'est moi qui te remercie. Franchement, on a eu énormément de commentaires positifs. Ouais. Tout le monde, vraiment, t'as fait énormément d'effets sur les commentaires, sur les derniers podcasts qu'on a fait ensemble. Et tout le monde te redemande. Tout le monde veut en savoir plus sur plein de sujets. Et je pense que c'est une très bonne chose. Donc déjà, je vous remercie à tous d'avoir regardé toutes ces vidéos, d'avoir liké tous les messages qu'on a reçus, que ce soit sur nos comptes. Je pense que toi aussi, tu as dû recevoir énormément de messages. Exactement, exactement. Moi, j'en suis ravi de partager mes expériences. Qu'il y ait des bons commentaires ou mauvais, je peux répondre aux deux avec l'honnêteté la plus sincère. Et voilà, c'est un partage d'expérience avec une grande bienveillance de mon côté, pas plus. Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, on est là. Je pense qu'on va... donc je leur explique un petit peu. Je pense qu'on va tourner pas mal de petits épisodes pour traiter plein de sujets qui nous ont... que pas mal de personnes ont commenté, nous ont dit est-ce que vous pouvez parler de tel ou tel sujet, vague, assez varié. Donc on est là aujourd'hui, donc j'espère qu'on va faire ça bien. J'en doute pas avec toi. Je vais faire mon possible pour leur répondre et j'espère encore que ça pourra apporter de la plus-value à ceux qui nous écoutent. J'en doute pas, j'en doute vraiment pas. Dans chacun leur projet respectif. J'en doute pas. Ben, merci pour eux. Donc on commence. Je pense que je voulais commencer cette petite série par un sujet qui va interpeller, on va dire, une grande partie de l'audience. Donc c'est toutes les personnes en fait qui commencent dans le business en France. J'aimerais un petit peu te poser des questions pour en savoir plus en tant que... tu as commencé comme tout le monde très jeune. Tu as eu tes expériences, tes blocages, les choses qui se sont bien passées ou non. Et en fait, j'aimerais vraiment qu'on donne toute cette valeur-là à tout le monde, toute ton expérience là-dessus et rentrer un peu plus sur des questions très ciblées. J'aimerais te demander aujourd'hui, donc, quel a été justement à ce moment-là l'élément déclencheur qui t'a poussé à entreprendre? Alors, moi, si tu veux, quand j'ai commencé 14-15 ans, c'est là que tout s'est fait. J'étais un fan de boosters. Je ne sais pas si tu te rappelles des boosters. Ouais. J'étais un grand fan d'ailleurs. Mes boosters passaient dans les catalogues des plus beaux de France. Et en fait, j'ai fait une 3e en alternance chez Citroën. Une 3e alternance tôlerie peinture. Parce qu'en fait, tout ce que je voulais, c'était repeindre mon scooter. Donc je me suis dit, je vais faire de la tôlerie peinture. Pour ça, je vais pouvoir le repeindre. Et voilà. Et cette expérience, elle a été vraiment un élément déclencheur pour moi. Pourquoi? Parce que donc, je peignais les voitures, je les ponçais, donc on me faisait plus poncer que peindre les voitures. Et une fois, alors je sais qu'il y en a qui vont dire c'est peut-être de la victimisation ou pas, mais moi, tu sais, je suis authentique dans ce que je dis. Et je suis pas anti-France, j'adore la France, et à mon avis, beaucoup plus que les Français qui nous regardent, mais je fais juste un constat de mon adolescence et un constat de ma vie, rien d'autre. Et si tu veux, donc quand je faisais cette alternance, on me demandait, tu sais, tu as un maître de stage, qui me disait il faut peindre le parking. Alors c'était plein mois de janvier, je m'en rappellerai toute ma vie, pourtant ça fait 25 ans. Et tu sais, je devais peindre dans le parking les traits pour garer les voitures. Yes. Donc au lieu de peindre les voitures, il me faisait peindre le parking. Ouais. Et à un moment, je lui dis est-ce que je peux rentrer prendre mon blouson parce qu'il faisait très très froid, d'accord. Et il me dit Momo, tu rentreras à la fin de la journée.
Je lui ai dit, c'est pas Momo, c'est Hakim. C'est incroyable. Il m'a dit, c'est pareil. Tu vois, cette chose-là, et je remercie mes parents de m'avoir mis en alternance dans cette société-là. J'ai pas honte de le dire, c'était à Tournord, il y a 25 ans, ça a été un élément déclencheur. Je me suis dit dans ma tête, je peux pas travailler dans ces conditions et je peux pas travailler pour ce type de personnes. Ouais. Alors, je fais pas une généralité. Ouais. Il y a sûrement des gens qui sont hyper bienveillants. Mais moi, en tout cas, c'est mon constat et mon expérience. Bien sûr. Ensuite, j'ai fait un peu d'intérim en plus de mes études. Et là, pareil. Alors, je pliais des cartons. Je pliais des cartons dans un entrepôt. Et là, tu vois, je sortais du boulot le soir. Il était 17h. Je voyais le soleil. J'ai l'impression que je rentrais au paradis. Je me suis dit, ça peut pas être ma vie. Je peux pas faire ça 40 ans de ma vie pour à la fin demander une retraite. Alors, j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui bossent dans ces domaines-là qui sont difficiles. Et il n'y a pas de sous-homme, il n'y a pas de sous-métier. Mais en tout cas, c'était pas comme ça que je voyais ma vie. Et donc, ces deux expériences à un âge assez précoce m'ont permis de savoir dès le début ce que je voulais faire. Et je voulais être à mon compte parce que je voulais être libre. Au début, je voulais même pas être à mon compte pour gagner beaucoup d'argent. Je voulais être à mon compte parce que je voulais une liberté financière. Donc, ça répond aussi clairement à certaines personnes qui crient haut et fort victimisation, enfin, des personnes qui sont comme nous, qui nous ressemblent en France. Moi, je pense que c'est un constat. Bien que on ne soit pas des victimes, on a clairement fait ce qu'on devait faire, on s'est retroussé les manches, on a travaillé comme tout le monde. Donc, ça répond aussi à ce genre de commentaires. Qu'est-ce que tu veux leur dire de plus à ces personnes-là ? De un, merci pour cette victimisation et pour le racisme, parce que ça m'a donné une force mentale que j'aurais pas eue si le chemin était plus facile. Deuxièmement, c'est une expérience de vie. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Tours, où j'ai passé mon adolescence. Alors, j'adore la France. Tu sais, comme le dit un certain rappeur, c'est pas nous qui n'aimons pas la France, c'est la France qui nous aime pas. Okay ? J'ai grandi avec deux amis d'enfance qui s'appellent Jérémy et Dany, qui sont des Français, qui sont mes potes depuis 25 ans. Je les adore, c'est toujours mes amis. Mais on a grandi dès l'adolescence avec une différence. Je vais te donner un exemple. Quand on était gamin, 15-16 ans, on aimait bien aller en boîte. On était des fêtards. Moi, on m'appelait Parking. Pourquoi ? Incroyable. Parce que je me faisais toujours recaler à la boîte. Donc mes potes, ils rentraient parce que c'était des lâches. Et je les attendais dans le parking. Tu vois ce que je veux dire ? Je les attendais. Donc, ils draguaient pendant toute la soirée. Tu vois, on rigolait avec des jeunettes et tout. Et ensuite, moi, j'étais dans le parking. Et en fin de compte, ils me retrouvaient toujours avec des copines en train de discuter. Donc, à la fin, ils se sont mis à passer les soirées avec moi dans le parking. Tu vois la coïncidence du truc. Et si tu veux, donc, tu grandis avec cette différence. Et c'est une réalité. Et si le type qui nous regarde derrière la vidéo, qui s'appelle Jean-Paul ou autre, il va pas vivre la même chose que nous. Mais moi, mes amis d'enfance, ils m'ont vu grandir avec ça. Donc la vérité, ils la connaissent. Si tu veux, tu grandis avec ça. Donc quand t'es gamin, t'as 14-15 ans, tu te dis, il y a un problème. Pourquoi j'ai pas les mêmes droits qu'eux ? Donc on était pressés, nous, tu vois, avec mes parents, on allait en Espagne, après on allait au Maroc. J'étais pressé que ça soit les vacances d'été, tu vois, j'avais 15 ans, pour pouvoir, dans les autres pays, rentrer en discothèque. Incroyable. Et là, je me disais, c'est bizarre, dans les autres pays, on rentre. Tu vois ce que je veux dire ? Mais tu vas juste en Espagne, tu rentres. Alors, ils te mettent plein de videurs à l'entrée. Alors, tu vois, moi, je suis un mec très calme, posé. Mais dès le début, ce côté de la France, parce que c'est un côté de la France, te fait vivre une certaine discrimination qui te suit toute ta vie. Exactement. Tu vois ? Et tu vois, c'est un sujet drôle, parce que quand tu parles des discothèques, en réalité, je lisais une étude, en 30 ans, 80% des discothèques en France ont fermé. Mais c'est incroyable. Donc, en fait... Là où ils ont refoulé plein de blacks et de robeux, à la fin, le business, il est mort. Et là, il était remplacé par quoi ? Par des chichas. Alors, vrai. Les amis, je mets juste en pause quelques secondes avant qu'on reprenne l'épisode. C'était pour vous dire qu'énormément de personnes regardaient les vidéos et très peu d'entre vous étaient abonnés. Donc abonnez-vous pour que je puisse faire encore plus de contenu, plus de concepts et mettre plus de vidéos comme celle-ci. Et merci encore à vous. Et on reprend de suite l'épisode. Alors, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Coïncidence. Il y a mon pote Jérémy, la fois qu'il m'appelle, et je t'assure que c'est vrai. Et on était pété de rire. Il me dit, Hakim, il me disait que j'ai été dans une chicha à Paris, je me suis fait recaler. Incroyable. Je te promets. Il me dit, je vis maintenant ce que tu as vécu il y a 25 ans à Tours. Tu vois ? Donc en fait, c'est en train de se tourner. C'est en train de tourner. Je vais donner une autre coïncidence. Et je t'assure qu'il y a des gens qui nous regardent, qui sont de Tours. Tu vas rire. Et ça va leur faire drôle.
il y avait un coiffeur qui s'appelait Michel. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas les barbershops. Ouais. Et des fois, j'allais chez lui, je dis, c'est quoi ta tondeuse? Bah, il me dit, je coupe les cheveux aux Arabes et aux Blacks avec une tondeuse à chien. Je t'assure que c'est vrai. Parce que les autres, elles tiennent pas parce ils ont les cheveux un peu bouclés ou frisés, tu vois. Et en fait, pareil, les salons de coiffure ont été remplacés par des barbershops. Ouais, clairement. Et C'est une la réalité. restauration qui était à la mode avant est en train d'être remplacée par le food, ce qui est street Street food food. halal. Exactement. Donc regarde un peu la transformation. Le business communautaire s'est adapté. C'est vrai. En fait, pour un mec qui voulait un dégradé, eh ben, il n'y avait pas de coiffeur. Il y a les barbershops qui se sont faits. Aujourd'hui, tu as limite plus de barbershops que des coiffeurs. Bien sûr. Il y a- De Sange, etc., je les vois plus. C'est fini. Ouais. Ça a été remplacé. Les boîtes de nuit, ça n'existe plus. Ça a été remplacé par les Ouais, les chichas. chichas. La restauration standard qui est complètement dépassée, c'est en train d'être remplacé par la restauration halal. Donc j'ai envie de te dire que le businessman français moyen qui ne s'est pas adapté à la communauté a vu son business mourir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et aujourd'hui, c'est dommage parce que tu as des grands groupes qui sont gérés par des catholiques ou autres, tu vois, qui veulent pas s'adapter au marché halal, au marché islamique et autres. Et en fait, leur business, ils se voient en train de mourir. C'est pour ça que j'ai toujours prôné la mixité et le business entre ces deux parties. Bien Il faut sûr. toujours, tu vois, des grands groupes comme ça, adossés à des gens qui ont une vision plus communautaire pour adapter le business en fonction de la population française d'aujourd'hui. Exactement. Donc, si tu veux, moi, je pars d'un constat, je dis la réalité des choses. C'est pas de la victimisation. Tu sais, si ça serait de la victimisation, comment tu m'expliques qu'aujourd'hui, si je prends le monde du cinéma, Omar Sy, qui a très bien réussi, que j'adore, Tahar Rahim, Saïd Taghmaoui ont le même discours. Si tu vas dans le monde de la musique, un mec comme Booba a le même discours. Tu les entends parler, ils te disent tous, on a souffert à un moment donné de ce racisme, Ils font carrière à Hollywood plus qu'en France. plus qu'en France. Mais si je disais n'importe quoi, ils n'auraient pas le même discours. C'est clair. Tout le monde a le même discours. Tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, en plus de ça, après, quand j'ai démarré le business, pourquoi j'ai souffert? Peut-être que si j'avais démarré à 30 ans et pas à 20 ans, en vendant des macarons et pas des kebabs, même si j'avais été issu d'immigration maghrébine, j'aurais peut-être eu moins de problèmes. Ouais. Tu vois bien dans les commentaires, je lisais des commentaires, encore des gens qui disent oui, vous ouvrez des affaires avec l'argent de la drogue. Ouais. Bah, tu vois, ils cataloguent. Du catalogue, Tu vois, parce que exactement. pour eux, un type issu de l'immigration, c'est la drogue. Alors que, tu vois, moi, j'ai blanchiment d'argent. Moi, à 20 ans, je ne sais même pas c'était quoi du blanchiment d'argent. Tu me sortais ce mot, je ne sais même pas ce que c'était à 20 ans. J'étais un mec super naïf. Tu vois, c'est comme une fois, j'ai rendez-vous avec un type chez les impôts qui me dit oui, mais il faut bien qu'on paye vos boîtes de Doliprane. Mais en fait, pour eux, un arabe ou un africain, c'est encore le mec qui va à la pharmacie avant d'aller au bled et qui prend 200 boîtes de Doliprane pour envoyer au pays. Il y en a peut-être certains qui font ça, mais pas tous. Exactement. Tu sais que j'ai même pas de carte vitale, moi. Je vais chez le médecin, je paye. J'ai les moyens, je paye. Je suis pas là pour gratter mon pays. Tu vois ce que je veux dire? C'est un pays que j'aime. J'ai juste fait un constat. Je respecte la France plus que des Français qui y sont depuis des centaines d'années. D'accord? C'est un pays qui a plein d'avantages aussi. Moi, j'ai juste fait un constat. J'ai des potes qui vendent, qui sont issus de l'immigration comme nous, maghrébines, qui vendent par exemple Étoilé Michelin. Ils sont dans la restauration, Étoilé Michelin, ils n'ont jamais eu de problème. Ouais, Ils c'est sont, vrai. ils sont adaptés. Ouais. Ils vendent de l'alcool, ils vendent du porc. Jamais de soucis, ils sont adaptés. D'accord? Je respecte un pays. Je pars du principe où il ne faut pas en faire trop, c'est-à-dire on est quand même dans un pays chrétien, il faut respecter. Bien sûr. Je ne suis pas forcément d'accord, moi, pour les gens qui mettent trop en avant d'autres cultures. Bien sûr. Il y a un moment, tu veux bien vivre ta foi, il y a des limites. Soit tu vas dans un pays arabe, soit tu la vis dans un pays comme l'Europe, mais en respectant les mœurs, que ce soit des Européens ou des Français. Bien sûr. Tu vois, faut respecter. Et la France a plein d'atouts. Tu sais, je te donne un cas de figure. Moi, j'ai une amie, sa sœur était malade, elle avait un cancer. Ils arrivent en France, ils les prennent en charge, ils les soignent, ils les logent, ils les nourrissent. Attention, la France, c'est un pays d'accueil. Bien sûr. Tu sais, moi, j'ai grandi avec une maman qui me disait la France, c'est un pays plus musulman que les pays islamiques. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils te soignent gratuitement, Exactement. ils te logent gratuitement. C'est un pays qui respecte les valeurs des grandes religions monothéistes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des très bons côtés. Attention, hein, je ne dénigre pas. Il y a des très bons côtés. Où tu as vu un pays qui va soigner les gens gratuits qui va... Moi, j'ai juste parlé d'un constat Ouais, c'est ta propre expérience. sur mon expérience. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ton expérience,
il y a énormément de monde qui la partage. Moi, je la partage aussi. J'ai eu mes bâtons dans les roues de manière, on va dire, similaire. Et je pense que voilà, on n'est pas comment dire, des cas isolés, quoi. Tu sais, je dis toujours, c'est un pays que j'affectionne. Il y avait quelques réglages de fait, ça serait magnifique. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est qu'il y a un amalgame, il mélange tout. ouais, Il mélange tout. Et je pense que les bons payent pour les mauvais. T'as bien sûr que tu as quelques racailles qui foutent le bordel et qui font. Tu vois, je me dis souvent qui a commencé. Est-ce que c'est de la faute des gens qui nous détestent ou est-ce que c'est de la faute des gens de notre communauté qui ont à un moment donné fait des conneries qui font que les gens deviennent racistes? ouais. Parce qu'à un moment donné, si tu es français et que ta grand-mère, elle s'est fait agresser par un type d'origine maghrébine ou africaine, tu deviens raciste. Bien Moi aussi, sûr, je serais devenu raciste. bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Surtout quand on regarde les médias aussi. Mais bien sûr, les médias. Et tu sais, aujourd'hui, il y a plein de gens issus de l'immigration qui votent FN aussi. Bien sûr, bien sûr. Parce que bien sûr. même eux, ils en ont marre. Ouais, Donc, la faute, elle vient d'où? Peut-être qu'elle vient aussi du pays qui n'a pas assez puni ceux qui ont fait des vraies exact. conneries. Et après, ça entache toute une communauté. Exactement. Donc, on ne sait pas qui a commencé. C'est des minorités, mais il y a comme quand même un discours et une médiatisation de de ces petites minorités, tu vois. C'est un peu aussi compliqué à ce niveau-là. Et comme il y a une citation, moi, que j'aime beaucoup, qui dit un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc pourquoi immédiatement faire du bruit quand c'est des petits cas isolés qui vont faire de la merde, et pourquoi ne pas montrer justement les 90% restants qui sont des bonnes personnes, qui sont intégrées, parce qu'il faut dire, la majorité des musulmans en France, ils sont très très bien intégrés. Ils ne demandent pas grand-chose. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi l'État laisse les médias divisés. Tu vois? Moi, j'ai plein de potes juifs, j'ai plein de potes Ouais. français, c'est mes amis, on a grandi ensemble, on s'adore. Mm. Je trouve que tu allumes BFM, déjà autour d'un plateau, faut qu'il y ait un peu de tout, Mm. pas de la même communauté, d'accord? Pour pouvoir parler, échanger de la réalité du terrain. On doit être représenté par des gens qui tiennent la route. Ouais, Ils carrément. te mettent des gens qui parlent à peine français. Ouais. Des fois, ça va pas. Et je pense que le pays doit faire en sorte que les médias rassemblent et ne divisent pas. Ouais. Moi, je suis d'accord, totalement Tu d'accord. vois? BFM, hein, c'est une étude claire sur 365 jours. Ils ont parlé 360 jours de l'islam dans leur. Non, mais après, quand tu vois qui est le patron de BFM, enfin qui l'a été jusqu'à aujourd'hui, Ok. puis que ça va changer, Ouais. tu comprends. Ouais. Tu comprends. Mais c'est dommage parce que je pense que la politique doit prendre le pouvoir sur les médias. C'est important. Parce Ouais. que tu sais, un pays, il ne faut pas trop diviser. On ne Bien sait sûr. pas ce qu'il veut. Tu sais, il faut qu'un pays soit fraternel. Ouais. Faut qu'il y ait des limites surtout. Tu vois, demain, il y a une guerre. Il faut qu'on ait tous envie de défendre la France. La dernière fois, je disais un truc sur les Français. Je disais que en cas de guerre, il y a 3% qui veulent aller se battre. C'est-à-dire que le pays n'est même plus patriotique. C'est n'importe quoi. Et ça me peine parce que, tu vois, c'est quand même ton pays. Tu as grandi là, tu as passé ta jeunesse, ton adolescence. Et voilà. Et attention, il y a des Français qui sont exceptionnels. Moi, dans mon parcours d'entrepreneur, comme je disais la fois dernière dans un podcast, je ne pense pas aux coups durs que j'ai eus avec des racistes. Je pense aux Français de souche qui m'ont beaucoup aidé. Oui. Mm. Que ça soit des banquiers, que ça soit des entrepreneurs. Ils m'ont aidé plus que les gens de notre communauté. Ouais, ouais, Moi, j'ai pas honte de le dire, je dis la vérité. Hein. J'ai grandi grâce à des Français de souche, grâce à des Juifs aussi, qui sont mes associés, qui sont mes amis, qui m'ont beaucoup aidé. Donc, si tu veux, j'aime ce mélange des communautés. ouais. C'est les médias qu'on Bien divise. sûr. Et après, je parle du constat de ma vie. Ça aurait pu être différent. Mais ça m'a donné une force mentale que j'aurais peut-être pas pu avoir autrement. Mais quand tu as des enfants, tu as envie qu'ils grandissent différemment. Justement, en parlant d'éducation, qu'est-ce que tu peux me dire, justement, quelle place a l'éducation dans la réussite d'un entrepreneur qui soit de n'importe quel bord? Bon, alors moi, là-dessus, souvent, quand j'écoute la télé, l'éducation, elle ne doit pas être faite par la rue, elle doit être faite par les parents. J'ai eu la chance, c'est pas le cas de tout le monde, j'ai eu la chance d'être élevé par des parents formidables et mon père a un doctorat, donc quelqu'un de très instruit, qui nous a appris la religion différemment, avec beaucoup de... C'est-à-dire, moi, mon père, il m'a forcé à lire toutes les religions. Tu vois, j'ai lu c'est la beau. Bible, j'ai lu la Torah, parce qu'il me dit, lis et choisis. Il me dit, c'est pas à moi de t'imposer les choses. Donc, j'ai grandi avec cette faculté de pouvoir prendre mes décisions par moi-même. On m'a jamais rien imposé, d'accord?
Et l'éducation, bien sûr, c'est ce qui fait que... Tu sais, je vais te donner un exemple. J'ai des amis, ils sont 7 frères. Ils ont grandi en cité par des parents illettrés, mais intelligents. Ils les ont élevés. Tu vois ce que sont devenus ces 7 frères, c'est hallucinant. Il y en a un qui gère un fonds d'investissement à New York, l'autre qui gère un fonds d'investissement à Paris, l'autre à Londres, l'autre qui est chirurgien à Chicago, mais des réussites formidables. Et des gens qui sont venus, qui ont été accueillis par la France sans le sou et qui ont grandi. Tu vois, comme quoi tu peux sortir de la Bien sûr. cité. C'est juste question de volonté et d'éducation. C'est ça. Tu vois. Donc, pour moi, ça prend une importante place. Ouais. Bah, je suis d'accord par rapport à l'éducation et aussi dans la vie d'un entrepreneur, l'entourage l'entourage a une place aussi importante. Donc, tu as ton éducation qui commence dès ton plus jeune âge, d'avoir une famille qui t'éduque correctement, comme tu as dit, pas par la rue, mais ça doit être à la maison. Bien sûr. Donc ça, on est d'accord sur ça. Mais ensuite, l'entourage. Moi, j'ai grandi d'une façon. On est immigré dans un pays, dans une terre d'accueil, on doit le respecter. Et on doit respecter leurs codes. Tu vois, tu vas pas, si tu es musulman, tu vas pas imposer l'islam dans un pays où les gens sont à majorité chrétiens. C'est normal. Tu vois, c'est normal. Et mon père m'a toujours dit, ici, tu te comportes comme un invité. Je veux que tu sois irréprochable. J'ai été élevé comme ça. C'est une terre d'accueil, tu dois respecter. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper important. Et je pense que si tout le monde avait respecté, il n'y aurait pas les problèmes de discrimination qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'on est quand même dans un pays, tu as vu, il y a beaucoup d'immigrés issus d'immigration maghrébine et africaine, contrairement aux autres pays d'Europe. Mais attention, il y a certains racistes en France. Est-ce que la France est profondément raciste? Je ne sais pas. Les 2 dernières élections, tu as presque 50% qui votent FN. Il faut voir c'est qui et qui a rendu ces gens-là racistes. Peut-être qu'il y a eu un laxisme de la part des politiques, je ne sais pas. Après, je ne dis pas que les autres pays le sont moins. L'Italie, moi j'ai des amis qui vivent là-bas, la Grèce, c'est des pays qui sont beaucoup plus racistes que la France. Ouais, c'est vrai. Et tu sais, le racisme, il est partout. Dernièrement, j'étais en Tunisie, il y a des mecs qui jetaient des pierres sur les Africains. Attention, le racisme, il est partout. Tu vas en Algérie, pareil, ils veulent pas d'Africains. Dans les pays du Maghreb, ils en veulent pas. Donc, le racisme, il est partout. Et moi, tu vois, je te cache pas, mes potes d'enfance, ils votent FN. Mais c'est quand même mes potes, ils font Ouais. ce qu'ils veulent. Ouais. Je les kiffe, ils me kiffent, on s'aime beaucoup, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, chacun vote ce qu'il veut. C'est clair, ils ont peut-être leur... bah, comme tu dis, toi, tu as eu ton expérience. Eux, ils ont eu une expérience qui est peut-être différente et on n'est pas tous pareils. Ils Hein. ont eu la leur. Il y a mon ami d'enfance, il s'est fait voler 3 fois sa voiture. Il m'a dit, Hakim, 3 fois, c'est un maghrébin. Moi, je vote FN, mais non, mais c'est tout à son honneur. Moi, je respecte son choix. C'est pas pour ça que c'est pas mon ami. Et je préfère limite, tu sais, en politique, les gens pas hypocrites. C'est vrai. Tu vois, moi, j'aimais beaucoup les discours de Jean-Marie Le Pen. Il a le droit de dire ce qu'il pense. C'est vrai. Tu sais, c'est comme à l'époque de Chirac. Moi, je suis très chiracien, j'aime beaucoup. Quand il disait, quand il parlait des Africains, il dit en plus du bruit et l'odeur. Au moins, il dit ce qu'il pense. Il a le droit de dire ce qu'il pense. Ah non, mais Quand tu as en face de toi quelqu'un qui te dit ce qu'il pense, tu sais à quoi t'en tenir. exactement. C'est l'hypocrisie, le danger. C'est vrai. Mais le racisme, tu sais, quand tu voyages beaucoup, il est partout. Il est partout. Il existe partout. Et Donc- je pense que, tu vois, dans les pays maghrébins ou même africains, ils accueillent pas comme en France. Tu as vu, en France, quand même, ils ont accueilli, on va pas se mentir, toute l'Afrique. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Donc, pour toi, le mot, c'est faut s'adapter à l'environnement où on est. Bien sûr, Ouais. tu peux pas imposer ta culture. Pour moi, ça va peut-être ce que je dis, mais je vais te dire franchement, imposer la burqa en France, pour moi, c'est un non-sens. Je pense que vaut mieux vivre dans un pays comme l'Arabie Saoudite ou Ouais, musulman. en fait, c'est ça. Aujourd'hui, il y a des pays, tous les pays ne sont pas les mêmes en termes de politique. Moi, je pense qu'un être humain doit aller dans un pays là où ils se sont le mieux. Bien sûr. Après, c'est vrai qu'en France, ce qui est malheureux, c'est que quand une personne veut réussir, justement pour faire une expatriation réussie dans un autre pays où il se sentira mieux, bah, on lui met des bâtons dans les roues avant même qu'il y arrive. Donc, Tu sais, je pense que c'est dommage. Franchement, je pense que c'est dommage parce qu'il y a vraiment à faire. Il y a vraiment à faire. La France a besoin de notre communauté, il ne faut pas croire. Hein. On n'est pas là-bas pour rien. Hein. On n'accueille pas les gens pour rien. Ouais. Tu sais, quand il y a beaucoup de social, et à un moment, il y avait beaucoup d'allocations, etc., c'est pour accueillir une communauté. Je veux dire,
quand à Dubaï, tu n'as pas d'impôts, c'est pour accueillir des entrepreneurs. Ouais. Chaque pays a besoin de population. Tu sais que l'Europe, tu as plein de pays qui sont en train de se vider. Hein. Tu prends l'Italie, c'est un pays qui est très vieillissant, donc ils ont besoin de population. Voilà, il faut que les gens aillent dans des pays qui leur conviennent plus. Alors, je voyais des commentaires, on dit oui, quitter la France. Moi, déjà, j'ai fait un constat, c'est tout. J'ai fait un constat sur mon parcours qui a été très difficile. C'est sûrement aussi dû à l'activité. Tu sais, l'activité kebab, franchement, c'était très compliqué. Comme je te dis, si j'avais commencé avec des macarons, je suis sûr qu'il y aurait eu beaucoup moins de difficultés. D'accord ? Après, tu grandis avec cette discrimination, tu grandis avec cette justice à deux vitesses. Quand on dit comment vivre cette discrimination dans le business, moi, je ne te cache pas, il y a un moment donné, j'avais créé des sociétés, ok, avec des noms à connotation arabe. Je le dis ouvertement, j'ai eu beaucoup plus de contrôle que des sociétés que j'ai créées avec des noms à connotation française. Ouais. À un moment, j'ai pris mon ami d'enfance, je l'ai mis président de société, jamais eu de contrôle. Ouais. C'est une réalité. C'est une réalité et Alors, c'est incroyable. Alors, franchement. toujours pareil, est-ce qu'il y a plus de contrôle parce que c'est à connotation arabe, mais qui a commencé? Ou est-ce que parce qu'il y a eu des commerçants maghrébins qui ont fait n'importe quoi avant? Ouais. Tu vois, c'est le jeu du chat et de la souris. Qui a commencé? Ouais. C'est pour ça, tu vois, malgré tout ce que j'ai vécu, j'en ai jamais voulu à la France. Tu vois, je suis parti 2012 au Luxembourg, je suis resté 8-9 ans. Après, de là-bas, je suis venu à Dubaï. J'en ai jamais voulu. Je respecte, c'est moi, je m'adapte. Ouais, il faut s'adapter. Ouais. Donc, ouais, ton adaptation, elle est obligatoire, surtout en tant qu'entrepreneur, parce que c'est beaucoup plus difficile. Comme tu disais, il y a un racisme des entrepreneurs. Bien sûr. Et en plus de ça, tu rajoutes l'activité. Bien Tu sûr. rajoutes aussi ton racisme de faciès. Et bien sûr. Enfin, c'est un cocktail explosif. Donc, Et tu dois t'adapter dans chaque pays, sauf ici à Dubaï, parce que tu as 250 ou 230 nationalités, je sais pas, mais ouais. si tu veux, tu dois quand même t'adapter. Il faut faire attention. Et je pense que, en fait, il faut s'adapter. Tu sais, tu t'associes, je le dis ouvertement, avec quelqu'un qui s'appelle Benoît, et voilà, il est président, tu es associé, tu es salarié de ta boîte, et tu auras moins d'ennuis, je pense. Ça, c'est une certitude. Et il faut aussi comprendre, tu sais, le fonctionnaire qui est derrière son bureau, au-delà du racisme. Qui te voit rouler en Porsche, mec, voilà, il a étudié, il prend 2005 par mois. Il y a aussi de la jalousie. Et ouais, mais c'est clair. Et ça, c'est partout. Mais tu as même la jalousie, justement, je voulais en parler. Les gens, ils sont un peu... ça les intéresse, ce sujet-là. Tu as la jalousie, comme tu dis, des personnes qui sont fonctionnaires, voilà, qui touchent 2000, 2500 euros par mois et qui te voient avec des belles voitures, ils ne comprennent pas. Mais tu as aussi la jalousie qui a été mon cas, tu as aussi la jalousie de l'entourage, tu as aussi la jalousie de ta propre communauté. Donc comment faire en fait? Alors, moi tu vas rire, mais je lisais dans les commentaires, tu veux penser à ça, les kebabs, alors quand j'avais créé Nabab, les kebabs sont vides. Je disais, il n'y a pas assez de viande dedans. Il faut savoir que quand j'ai créé Nabab, j'ai voulu faire un produit, j'ai voulu européaniser le kebab. À l'époque du kebab, pour notre communauté, il n'y avait que ça. J'ai voulu l'européaniser. Dans ma petite ville de Tours, je voyais que les Blancs ne rentraient pas dans les kebabs. Ouais. J'ai voulu faire un kebab aseptisé et je me suis adapté à leur palais. Et j'ai pas voulu mettre des grosses quantités. Parce que tu as vu, il y a plein de commentaires, on parle des quantités. Mais chez McDonald's, les quantités sont minimes. Exact. Qu'est-ce que tu recherches quand tu manges? La qualité ou la quantité? Les gens de notre communauté, souvent, ils cherchent la quantité. Ouais. Il y a un moment, le commerçant, il faut qu'il gagne sa vie. Moi, je t'assure, et tu peux vérifier, j'ai toujours travaillé avec la marchandise la plus chère. J'ai acheté pour Nabab une viande française qui venait de Bretagne, de chez Boscher. D'accord? C'était la marchandise la plus chère. Et je voulais donner à mes clients le pain le plus cher, les frites, c'était des McCain, la viande la plus chère. Parce que je ne vole pas à mes clients. Jusqu'à le directeur, un jour, de ma centrale d'achat, il me dit, mais Hakim, les clients, aujourd'hui, ils s'en foutent. Tu vois, on parlait du sujet tacos. Quand j'ai créé un moment Tacos King, on va en revenir. Il me dit, ils s'en foutent de la qualité. Ce qu'ils veulent, c'est la pub. Il me dit, j'ai des tacos indépendants, ils me prennent le poulet à 3 € le kilo. Toi, tu prends celui à 6 €. Je dis, mais moi, je ne vole pas les gens. Il me dit, mais ils s'en foutent. Il me dit, les clients, c'est des étudiants. Ils n'ont pas de palais. Ils n'ont pas de palais. Ce qu'ils veulent, c'est voir sur Instagram de la com. Ouais. Tu vois. Mais au début, je n'ai pas travaillé comme ça du tout. Ouais. Donc, c'est pour ça, comme la viande, je l'ai acheté 2 fois plus cher, la viande chez Nabab. Et mes clients de Nabab de l'époque le savent. Et heureusement, il y avait des commentaires qui faisaient plaisir. Et bien, forcément, tu ne peux pas mettre 200 grammes, mais tu mets que 100 grammes. Parce que la viande, tu l'achètes 2 fois plus cher, sinon tu gagnes plus d'argent. Ouais, je suis d'accord. Donc, est-ce que tu veux de la quantité ou de la qualité? Moi, j'ai visé une clientèle très européenne et famille aussi. Tu vois? C'est vrai que je pense que c'est plus facile quand tu as ton premier commerce de faire de la grosse, enfin de la
de la qualité, de faire beaucoup, beaucoup de qualité, parce que on va dire, c'est un commerce local et les gens qui viennent, ils viennent pour la qualité. Mais quand tu commences à faire une franchise et faire énormément de bruit sur les réseaux, etc., tu attires la masse. La masse, c'est comme tu dis, c'est malheureux, mais ils ne cherchent pas la qualité, ils cherchent la quantité. À l'époque, dans les débuts du kebab, on avait un food, il représentait 50% de chiffre d'affaires. Tu avais des clients qui venaient, qui disaient, tu te rappelles, je ne sais pas si tu te rappelles les kebabs au début, rajoute-moi de la sauce, Ouais, rajoute-moi sur les supplément. frites. Les mecs, ils voulaient, mets-moi ketchup, mayo, sauce blanche, harissa. Il y a un moment, tu as mis 200 grammes de sauce. Ça coûte de l'argent, tu perds de l'argent à la Ouais, fin. c'est vrai. Rajoute-moi des frites, remets-moi Ouais. de la viande. Ça a été un produit très dur à franchiser au Mm. départ, très très compliqué. Ouais, incroyable. Donc il a fallu s'adapter si tu veux. Ouais. Après, il y avait les sujets viande halal. Ouais, la viande, elle n'est pas halal parce qu'elle n'est pas égorgée comme si, elle n'est pas égorgée. Ça, c'était une tannée, très compliqué. Alors Ouais. quand on est rentré dans le sujet halal, là, franchement, en fait, j'étais bloqué face au halal. Et je le dis en toute transparence. Mhm. La viande, il y avait soi-disant 2 rites pour égorger. Soit c'était égorgé à la machine, et tu as des puristes qui veulent que la viande soit égorgée au couteau avec le Coran, etc. Cette viande-là, elle est interdite en France. C'était interdit de l'égorger en France. Donc, elle venait de Pologne. La viande polonaise, je ne l'aimais pas. Je trouvais que la viande polonaise était mauvaise. Beaucoup plus mauvaise que la viande française. Donc, j'ai préféré vendre de la viande française. Et ensuite, j'ai rencontré des certificateurs. Ils viennent... Est-ce qu'on peut en parler? Mais je t'en parle. Mais moi, tu sais, je suis pas... Moi, Parce tu que c'est un sais, moi, sujet- tu sais, je suis musulman, comme toi. Je me limite aux 5 piliers. Mhm. Quels que soient les problèmes qu'il a eu, j'aimais beaucoup le discours de Tariq Ramadan, Ouais. quand il dit il y a trop de musulmans qui sont dans la forme, mais pas dans le fond. Ouais. Tu comprends? Moi, j'ai passé ma jeunesse à vendre des kebabs à des mecs qui arrivaient sous, qui tombaient dans le comptoir et qui me demandaient si la viande était halal. Donc, il y a un moment, on peut tout mélanger. Personne n'est parfait, sinon on serait des anges. Mais il y a un moment, qu'est-ce que tu veux répondre à ces gens-là? Ouais. Parce Donc- qu'il y a beaucoup de commentaires aussi on a pas mal de commentaires, oui, halal, pas halal. Mais en fait, les gens ne connaissent pas du tout le marché du halal en France. Alors, je vais te dire le marché de la viande. Déjà, il faut savoir que c'est Doux, société française, qui livre l'Arabie Saoudite en viande. 80% de la viande. Ils peuvent vérifier, les gens. Ensuite, halal, tu as des gens que tu connais, des certificateurs comme AVS et Ashahada. Mm. Eux, marque de fabrique, marketing, ils arrivent dans tes bureaux, ils demandent tout de suite la salle de prière. C'est le marketing. Prix. Tu sais, c'est comme les types. Moi, j'ai des types dans ma ville qui étaient des dealers, d'accord, mais des gros voyous. Du jour au lendemain, ils sont en Air Max, en djellaba. Ils viennent à ma boutique me dire d'aller à la mosquée. Mais frangin, j'ai pas besoin de toi pour m'expliquer c'est quoi ma religion. Mon père, il m'a expliqué depuis que j'ai 5 ans. Tu viens de lire 3 pages. Tu viens de lire 3 pages et tu les lis pas avec l'intelligence intellectuelle pour comprendre et tu veux m'expliquer à moi ce que c'est que la religion. Tu comprends? Ouais. Moi, j'ai vendu de la viande halal et j'ai toujours refusé de payer 1 euro de plus du kilo à des sacrificateurs pour payer un marketing non fondé. Voilà, tout simplement. La viande a été égorgée. Après, si on rentre dans les détails, etc., elle est plus halal que les autres que j'ai visitées. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui a visité autant d'usines de broches que moi et autant d'abattoirs que moi. J'en ai visité plus de 60. Incroyable. Entre la Pologne, l'Allemagne et la France. Incroyable. D'accord. Donc après, rajouter 1 euro du kilo pour avoir une viande de moins bonne qualité, pour payer un espèce de marketing un peu qui est plus, on va dire, sur la forme que sur le fond de la viande halal, c'est pas dans ma personnalité. Ouais. Puis, on va pas se mentir, malgré tout, il faut quand même que ta viande, elle ait une qualité, que ce soit pas de la viande de chameau non plus, quoi. Mais moi, en plus, au début d'Abab, je voulais développer une marque, c'est une marque française, je voulais du Made in France. Moi, je voulais faire, et je veux toujours, je fais travailler des agriculteurs français, tu vois, qui sont en difficulté. Pourquoi j'irais faire travailler un agriculteur polonais? Je suis à 2 heures d'avion, je contrôle moins. Non, là-dessus, par contre, tu vois, je suis catégorique. Les produits français sont meilleurs dans beaucoup de choses. Dans plein de choses. Non, je suis d'accord avec toi. Dans la food, c'est vrai que déjà, même les fromages sont mieux que les fromages italiens. Bien sûr. Que ce soit dans la pizza, que ce soit... On a quand même de très beaux produits. Et comme tu dis, ça aide en plus l'économie nationale. Après, on va nous dire que on est... tu vois, le discours, des fois, il n'a pas de sens. Moi, je ne suis pas, tu sais, très communautaire. C'est comme, bon... Déjà, quand on a fait cette première interview,
je m'adresse à une communauté d'entrepreneurs. Tu vois ce que je veux dire? Je m'adresse, et si je peux aider des gens de notre communauté, bien sûr, avec mon vécu, mes constats, c'est avec grand plaisir. Et si tu veux, c'est comme les sujets de la riba, du crédit. Oui. Tu vois, on en vient à ce sujet-là. Bon. Il faut savoir que moi, j'ai été élevé pour vivre la religion avec mon temps. Je n'ai jamais poussé les gens à faire des financements. J'ai expliqué quel était le modèle financier que moi j'ai effectué pour me développer. D'accord? C'est interdit les intérêts. Chacun le comprend comme il veut. Il y a des gens qui ont le droit de faire des crédits, d'autres non. Et chacun a son discours. La fois dernière, je tombe sur TikTok, sur le discours d'un imam intelligent, et j'ai aimé son discours. Il a dit « Je préfère que mon père ait fait un financement pour acheter son appart ou sa maison, et qu'il ait fini de le payer à l'âge de la retraite, et qu'il puisse jouir de sa retraite, plutôt qu'il se retrouve avec un loyer à 1 000 euros, parce que les loyers, ils augmentent, et une retraite à 1 000 euros. Ouais. Donc là, il se retrouve SDF. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai toujours pris la chose de cette façon. Si quelqu'un est en difficulté, je lui prête de l'argent, il ne faut pas demander d'intérêt. Parce que je me sers de la misère des gens pour gagner des intérêts. Mais travailler avec les banques, mais tout le monde le fait. Mais aujourd'hui, s'il n'y avait pas de financement, tu vas dans des pays maghrébins, il n'y aurait pas un immeuble de fait, on serait encore sous des toiles de tente. Puisque ces gens-là ont fait des financements pour construire des immeubles. Ensuite, des gens ont demandé des financements pour acheter des appartements. Si maintenant, tu ne fais pas de financement, et attention, je ne pousse personne à le faire, j'explique juste ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Bien sûr. Quand tu vas acheter un appartement, tu vas devoir économiser toute ta vie. Et au moment où tu vas l'acheter, l'appartement, le prix, il aura augmenté, tu ne pourras plus l'acheter. Et les bas salaires, ils font comment? Un type qui touche 1 500 par mois, qui est au SMIC, 1 400, 1 500, il a déjà à peine de quoi vivre. Comment tu veux qu'il mette en plus de côté, en plus du loyer qu'il a à payer? Ouais. C'est impossible. C'est impossible. Et ensuite, les pays eux-mêmes font des financements. Le Maroc, dernièrement, il a demandé 5 milliards au FMI. C'est un financement avec intérêt. Avec intérêt. Ça existe depuis la nuit des temps. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu veux, il y a des gens qui te parlent de ce sujet-là. La plupart des familles arabes, quand elles sont arrivées en France, il y en a plein qui ont eu l'intelligence d'acheter leur maison ou leur appartement. Et heureusement. Et heureusement, le but, c'est pas d'être locataire toute ta vie. Donc, moi, c'est mes choix personnels. Ouais. J'ai fait des financements. Et en plus de ça, la communauté arabe, si elle ne financerait pas, ce serait la communauté la plus pauvre. On s'enrichit via le financement. On s'enrichit via l'endettement. Tu achètes aujourd'hui une maison, 400 000 euros. Tu la finances. Dans 20 ans, ta maison, elle vaut plus 400, elle vaut 1 million, par exemple. Mais grâce au prêt bancaire, ça t'a fait gagner 700 000 euros. Ouais. Tu comprends? Ouais. C'est un choix. J'ai des amis qui ne le font pas. Et quand tu démarres en business et tu veux développer, comment tu fais? Alors moi, j'ai des potes, c'est tout le contraire. Hein. Je connais des mecs, ce pas des potes, c'est des connaissances. C'est des trafiquants de drogue, mais ils ne font pas de crédit. Ils disent non, vendre de la drogue, c'est moins grave que faire un crédit. Ce n'est pas mon point de vue à moi. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je préfère faire un financement que vendre de la mort aux gens. Ah ouais. Chacun comprend la religion et les livres sacrés comme il le comprend lui-même. En fait, c'est clairement ce que tu dis. Tout le monde va pousser son intérêt dans quelque chose. C'est ça qui me fait rire. Et dans toutes les religions. Dans toutes les religions. Tu sais, une fois, j'étais avec un ami, il était avec une jeune fille, on parlait de financement. Elle me dit, c'est interdit de faire des crédits. Ouais. Mais je dis, hier, tu as dormi avec qui? Mon pote, est-ce que vous êtes marié? Ouais. Il me dit, bah non, je dis, la fornication aussi, c'est interdit. Ouais. Moi, j'ai jamais dit que j'étais parfait. Hein. Je suis en toute transparence. J'ai jamais dit, l'humain n'est pas parfait. Bien sûr. Et puis, c'est toi, c'est ta personne. Chacun, tu sais, il y a trop de gens, ce qui me fait rire, ils vivent par rapport aux gens. Mais ton juge, il est là-haut. Exactement. On s'en fout de ce que les gens pensent de toi. Ouais, je suis d'accord. Ton juge, il est là-haut. Tu as trop de gens. Et c'est écrit dans les livres sacrés, ce qu'on appelle les hypocrites. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, il y a des choses qui sont banalisées alors que c'est de la demi-mesure encore. Comme tu l'as expliqué là, l'histoire de la fille. En fait, tout le monde a son mot à dire sur quelque chose. Ils vont être contents de dire ça c'est haram. Mais par contre, eux ne font pas certaines choses, mais on ne va pas les pointer du doigt, tu vois. Tu sais, on a chacun eu notre éducation.
je remercie, moi, mon père, d'avoir été élevé par un homme d'une grande intelligence, très, très cultivé. J'ai rarement croisé d'homme aussi intelligent, je te dis en toute transparence, et avec une ouverture d'esprit. Tu vois, avec cette grande ouverture d'esprit, c'est très important. C'est très important, fais ce que tu veux, il y a un seul juge, et voilà, il y a des choses beaucoup plus importantes. Faire du bien, être généreux, donner à ceux qui n'ont pas les moyens. Tu vois, il y en a trop, si tu veux, ils sont dans le... encore une fois, ils sont dans la forme, mais pas dans le fond. Moi, je pars du principe où tant que je fais du mal à personne, à moi-même, c'est mon problème. Tu vois, Ouais, je suis mais t'en d'accord. as qui portent des jugements, je t'assure, des fois, tu comprends. Mais il y a pire que ça. Moi, je te raconte des histoires, c'est affolant. C'est affolant. Alors, ils vont prendre que ce qui les arrange. Mm. T'imagines, les mecs, ils vont te dire carrément, il y a marqué nulle part que vendre de la drogue, c'est haram. Ouais, ça, C'est pas marqué, j'ai le droit. Tu vois. Non, mais il y a des choses logiques aussi. Il faut être logique dans la vie. exactement. Tout est une question de logique. Et tu peux pas imposer à une personne. Moi, honnêtement, j'ai vu tous ces commentaires. J'ai arrêté d'y répondre. Parce Ouais. que énormément de commentaires, oui, le financement, le financement. Mais les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est que le système en entier, euh, ce que tu veux faire, peu importe où tu veux, ce que tu veux faire dans la vie, c'est tout est haram si tu mets ton nez dedans. Si tu parles de financement, Ouais. il faut vivre à l'époque archaïque. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent même pas ouvrir de compte bancaire parce que ton argent, il travaille dans le compte. Mm. Il rapporte des intérêts. Après, il y a la banque islamique. Alors ça, c'est encore pire. Ça, en fait, juste les intérêts, ils les ont appelés différemment, c'est tout. Ouais. En fait, tu vas acheter un bien, c'est comme s'il était à eux, jusqu'à ce que tu finisses de payer l'intérêt, parce qu'il y a des intérêts aussi, c'est pareil, et à la fin, ils te le donnent. Ouais. Et les intérêts sont plus élevés. C'est du cinéma, c'est que t'es que dans un système d'hypocrisie. Tu vois, tu vas dans les pays arabes, ils n'ont pas ce sujet, ils font tous des financements. Au Maghreb, ils font tous des financements. Tu vas voir ici aux Émirats, tu crois ils construisent comment les buildings? Ouais. Le prince El Walid Ben Talal, etc. Ces gens-là, ils font tous des financements. Bien sûr. Ils lèvent de la dette. Donc, quand tu pars de rien, c'est très difficile de lancer un business. Il y en a qui ont réussi, et tant mieux pour eux, chapeau. Mais quand tu pars de rien, il n'y a pas de dette, et c'est très difficile. C'est-à-dire, tu dois avoir un salaire, économiser. Enfin, c'est beaucoup Exactement. plus complexe. Hein. Exactement. Aujourd'hui, j'ai un ami, justement, lui, il est parti très tôt de France à 21 ans, mais il est dans le monde du digital. Là où Mhm. c'est un peu plus facile de faire des sous, on va dire, assez facilement. Je vais pas dire facilement, mais il y a des opportunités qui sont gros pour des personnes qui cherchent à faire du business en ligne. Et en fait, il s'est rendu compte, c'est une personne qui veut pas faire de crédit en France, etc. Donc, il a clairement décidé d'aller vivre dans un pays où il n'y a pas de taxes, comme Dubaï. Comme ça, il puisse gagner l'intégralité de son argent. Donc, les 100 000 euros qu'il va gagner, ben, il n'y a pas de taxes. Mais derrière, au moins, voilà, il use tout son argent qu'il a gagné ici. Qu'en France, il aurait été taxé à hauteur de 60%. Mais lui, vu qu'il ne veut pas faire de crédit, un schéma comme la France, ça ne l'intéresse pas. Donc, Mais bien parce que, sûr. Mais tu sais, il n'y a pas que le crédit. Les gens, ils parlent de crédit, mais même l'impôt est interdit normalement. hum, Or, dans les pays occidentaux, il n'y a pas que la France, on est obligé de payer de l'impôt. Donc, moi, j'ai vu des commerçants qui font du black parce qu'ils ne veulent pas payer d'impôt, parce qu'ils te disent que l'impôt est interdit. Tu vois ce que je veux dire? Et qui ne font pas aussi de financement. Ben non, mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais passer avant? Il y a un moment, tu es dans un pays démocratique, il faut respecter les lois des pays. Ouais. Sinon, c'est pas possible, en fait, de vivre comme ça. ah, c'est vrai. Autrement, tu pars dans un pays où... Voilà, où il n'y a pas d'impôt, où il n'y a pas de financement, où il n'y a rien, et tu trouves un business angel qui te finance. Mais Pour un business angel, du coup, il n'y a pas de... un Il business angel, s'associe avec il toi? s'associe avec toi, il donne de l'argent, il peut te donner de l'argent pour investir, tu peux trouver des associés. Celui qui veut pas faire de financement, il faut qu'il trouve un associé qui a déjà de l'argent Quel argent? et qui vient apporter de l'argent. Et l'autre, l'entrepreneur, il est un peu en sweet equity. Comme c'est lui qui va mettre son travail, ben forcément, il va avoir des actions dans la boîte. Et c'est comme ça qu'il monte crescendo. Tu peux aussi le faire comme ça. Après, nous, on était dans des business trop gros pour réussir sans dette. On est dans de la croissance organique où à chaque fois, il faut demander de la dette aux banques pour pouvoir acheter des magasins, pour pouvoir acheter des murs. C'est impossible. Ouais. Après, moi, je conseille à quelqu'un qui ne veut pas faire de financement, plus de faire de la formation, enfin des Ouais. choses où il n'y a pas besoin de lever de Bien l'argent. sûr. Ouais, tout ce qui est en ligne, qui peut rapporter pas mal de cash immédiat. Mais par contre, pas être basé en France, parce que sinon... C'est difficile. D'accord, donc j'avais une autre question qui peut être pertinente. Quand tu es salarié en France, Mm. que tu pars de zéro, quoi.
euh, quelles seraient les étapes pour toi pour réussir justement, partir de zéro en tant que salarié et assez, on va dire, facilement, mais avec du travail où tu nous expliques, toi, ton point de vue, pour arriver à devenir un entrepreneur et à faire énormément d'argent, même en tant que salarié au début. Alors je vais te dire, déjà Wissam, il faut que les gens veuillent devenir entrepreneurs et veuillent réussir. C'est très peu de personnes, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je ne sais même pas si c'est 2-3% de la population. Il faut savoir que 99% des gens, c'est dans leur mental, ils préfèrent que tu leur donnes 1500 € par mois que tu leur dises sacrifie-toi 2 ans et dans 2 ans, je te donne 1 million. Ouais. Tu vois, c'est bizarre. Mais moi, je l'ai vu tout au long de mon parcours. Moi, j'ai des salariés qui touchaient 1005. Quand tu leur dis, je vais te mettre manager, tu vas prendre 1000 € de plus. Ah non, non, je veux pas de responsabilité. 35 heures, ça me va. Je veux rentrer chez moi à 18 heures le soir. Les gens ne veulent pas. Donc, est-ce que c'est un sacrifice ou un choix? Moi, toute ma vie, j'ai fait des sacrifices. Tu vois? Et limite, j'aime les sacrifices parce que ce qui me plaît dans la réussite, c'est plus la quête que la finalité. Tu vois? Tu sais, dans la vie, on dit on jouit toujours d'une chose avant de l'avoir. C'est toujours comme ça. Et si tu veux, déjà, il faut être prêt à faire ce sacrifice. Ensuite, je vais te donner 2 exemples. Quelqu'un qui est en Afrique, son rêve, c'est d'arriver en France. Ouais. Parce qu'en Afrique, son salaire, c'est 200-300 €. Et en France, ça va être 2000 €. Je parle de quelqu'un qui part de zéro. Je ne parle pas du type qui est le fils d'une grande famille, etc. En France, tu es déjà millionnaire quand tu nais. Tu as le passeport international et tu as ta carte vitale. Ce passeport te permet d'aller où tu veux à travers le monde sans demander de visa. C'est une richesse de dingue dont les gens ne se rendent pas compte. Ils sont là en train de perdre leur temps des fois dans le quartier, en train de se faire monter la tête par des potes. Non, il faut sortir de ta zone de confort. Après, les étapes sont simples. Choisis un pays quand tu es salarié, quel que soit ton domaine de compétence. J'ai un ami, moi, qui est gendarme en Suisse, il touche presque 10 000 € par mois. Choisis un pays où on va bien te payer. Suisse, Luxembourg, Australie. Oublie tes potes, oublie-les. Pendant 1 an, t'oublies. Tu vas dans ces pays-là, tu fais 2 jobs. En face, tu mets pas de frais. Tu sais, j'entendais Anthony Bourbon qui disait un truc, il dit, je comprends pas, des gens, ils sont au SMIC, ils prennent leur café chez Starbucks. Il a tout à fait raison. Ouais, Comment tu vas payer un café 10 € alors que dans ton compte, il n'y a pas 1000 €? Ouais. C'est ce que je veux dire. Tu bois un café, tu prends le truc à 20 centimes. Tu sais, pour s'enrichir, il faut savoir vivre comme un pauvre, voire un très pauvre. Donc, tu as tes 2 jobs. Tu vas prendre tes 15 000 par mois. En face, tu mets pas de frais. Tu te sacrifies. Tu vas dormir dans un hall d'immeuble, dans un sac de couchage. Tu comprends Auberge de jeunesse. Auberge de jeunesse. Pas de frais. Il faut pas de frais en face. Nous, on a dormi sur des congélateurs. Tu comprends? Tu dors dans ta voiture, on s'en fout. Tu vas galérer. Il faut apprendre à galérer dans la vie. Et c'est ça que les gens veulent pas. Ils veulent tout de suite les millions, mais ils veulent pas galérer. Ouais. Et là, tu vas prendre 15 000 par mois. Tu vas payer un peu d'impôts, 12 000. Par mois, tu vas gaspiller 500 €. Tu manges minimaliste. Tu n'as pas besoin de marque, tu n'as pas besoin de tout ça. Ça ne sert à rien, tout ça. Mais tu vas, au bout d'1 an, tu as 150 000 € de côté. Ouais. 1 an, c'est demain. C'est demain, ouais. 1 an, c'est demain. Tu as 150 000 et tu as bossé, tu as souffert. C'est ton argent. C'est de l'argent propre, c'est de l'argent honnête. Tu vas kiffer, tu apprécies. Tu es méritant. Tu sais, dans la vie, c'est important de mériter quelque chose. Oui. Et à partir de là, tu as 150 000. Bah là, tu peux démarrer ton activité. Tu n'as pas envie de faire de crédit. Avec 150 000, tu peux faire une affaire. Tu peux faire un petit resto, tu peux faire un petit snack, tu peux faire plein de business physique, tu peux faire un barbershop, tu peux faire plein de choses. Ouais. Tu as envie de faire un crédit. Avec 150 000, la banque, elle va te donner 200 000, 300 000. Bah, tu as 500. 500, tu peux reprendre une belle brasserie ou autre chose. Ça dépend de tes convictions. Tu vas faire 1 million de chiffre d'affaires. Bah, ton affaire, elle vaut 500, 600 000. Tu attends encore un an. Tu fais un deuxième bilan. Tu ouvres la deuxième. Ça y est, t'es millionnaire. T'as les deux, t'attends que ça se rembourse un peu, t'es millionnaire si tu les vends. C'est vite fait, t'es parti de zéro, ça prend 1 an et demi. Ouais, pour devenir millionnaire. Ouais. Mais c'est rapide. Mais t'as des gens, le problème, c'est que non, ils veulent le samedi, le dimanche, le vendredi soir, faut aller au cinéma, faut boire la bière entre potes. Mais non, ils n'ont pas compris. Ouais. Je vais dire un truc. Moi, mon père, il m'a appris 2 choses dans la vie. Il m'a dit, travaille quand t'es jeune pour quand t'es vieux. Que quand tu es vieux, tu n'as plus l'énergie. Donc, c'est entre 20 et 25 ans que tout se fait. À cet âge-là, il n'y a pas le temps d'aller boire des pots avec les potes. À cet âge-là, on doit bosser et mettre de côté son apport. Parce que tu as de l'énergie.
À cet âge-là, tu dois bosser 3 jobs. Il faut travailler H24. C'est des âges où tu peux dormir 4 heures par nuit, ça suffit. Ouais, Tu ton vois ce corps, que je il veux dire? encaisse facilement. Exactement. Et il m'a appris autre chose. Il m'a dit, tu vois, il a un doctorat. Il m'a dit, les études, ça ne sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, tu le vois avec les formations. Tu as des gens, ils vont étudier 7-8 ans pour gagner 2005, 3000. Ça n'a pas de sens. Alors que tu en as d'autres, ils vont acheter une formation, faire du e-commerce, formation de 2 mois, ils vont les gagner 5-6 000 par mois. Ouais, ça n'a plus aucun sens, Exactement. les études. Ça n'a pas de sens. Et donc, si tu veux, tu te sacrifies. Et en plus, on est revenu à un moment où les métiers manuels payent mieux. Aujourd'hui, un plombier, un électricien, il gagne largement mieux qu'un ingénieur. Bien sûr. Il se met à son compte, il prend une fourgonnette, c'est fini. Exactement. Donc, sacrifice. 1 an, 2 ans max. Après, tu as l'argent pour faire ce que tu veux. Les gens, ils n'ont pas comme tu dis, 99%, personne ne veut se sacrifier. Moi, je comprenais pas du tout pourquoi, quand on venait me voir dans ma pizzeria, ça faisait peut-être 1 an que je travaillais, j'étais tout le temps avec les habits de ma pizzeria. On me disait, mais tu sors pas? Tu vas rester là combien de temps? Tu vis pas? Tu vois, et ces mêmes personnes-là, aujourd'hui, je les vois, ils n'ont pas évolué dans leur vie, ils ont toujours leur métro, boulot, dodo, voilà, et ils touchent leur argent. Après, peut-être qu'ils sont heureux dans ce système-là, mais ils se plaignent. Bah, ils vont se plaindre quand ils vont te voir en Bugatti. C'est ça. Après, il a une Bugatti et pas moi. Ouais. Mais quand toi, tu dormais 4 heures par nuit, eux, ils étaient en train de jouer à la PlayStation. C'est un choix de vie. Alors, moi, dans ma famille, il y a des gens comme ça, hein, plein, enfin la plupart. Ouais. Peut-être qu'ils sont heureux. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je passe 10 mois de ma vie en vacances par an. Eux, ils partent en vacances 1 semaine par an. Ouais. En fait, tu as des gens, ils font les comptes, mais ils ne veulent pas bosser. Je sais pas, il y en a plein, tu dois en connaître. Oui. En fait, pour aller en vacances, ils sont là en train de compter les petits sous, mais ils ne veulent pas se sacrifier. Ouais. Mais je préfère travailler comme un esclave, et quand je pars en vacances, je ne fais pas les comptes, moi. Il y a un moment, il faut se sacrifier. Tu sais, pendant le Covid, j'étais à Dubaï, là, et je vais à un restaurant avec un pote au Bagatelle. Je ne sais pas si tu connais au restaurant. Je connais, oui. Je parle avec le mec qui nettoie les WC. C'est un black qui nettoie les WC. Je sympathise avec lui. Je lui donne un pourboire. On discute. Moi, tu sais, chez moi, il n'y a pas de sous-homme, il n'y a pas de sous-métier. Moi, demain, je repars de zéro. Tu me mets boueur et je nettoie les chiottes, ça ne me dérange pas. Je lui dis, tu prends combien en pourboire? Il me dit, par mois, 20 000 $. Incroyable. Est-ce que tu te rends compte? C'est énorme. La moyenne, 600 $ par jour. Incroyable. Et moi, en fait, pourquoi je lui ai posé cette question? Juste avant moi, tout le monde lui donnait, t'as vu? Et les gens, ils donnaient des 10 $, 20 $, 30 $. Putain, ça monte vite. Et tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, la journée aussi, je bosse, je prends 3 000 par mois. Le mec, il tourne à 23 000. C'est-à-dire, quand tu as envie de bosser et que tu ne regardes pas le regard des autres, mais c'est facile de mettre 200 000 – 300 000 de côté. C'est rien de 300 000 €. Sauf que tu as des gens, ils veulent pas. Ils disent, ah non, il me faut un bel appartement, loyer c'est 1 400, mais je touche 1 800. Bah non, tu vas rien faire là. Tu vas rien faire, tu vas nulle part. Tu comprends? Ils veulent pas. Ouais. Moi, demain, tu me redonnes 0. Je prends une caravane, je dors dedans. Ça me dérange pas. En plus, j'aime beaucoup cet aspect souffrir avant de kiffer. Ouais, c'est vrai. Ça me plaît beaucoup. C'est vrai. Où tu retournes chez la famille, une petite chambre ou dans le salon. Rien. En fait, faut pas avoir... Tu as aussi pas mal de personnes dans le business, aussi, j'aimerais le dire, qui ne veulent pas souffrir, en fait. Et donc, du coup, ils ont cet aspect de l'échec où ils vont pas prendre de risques. En fait, ils se disent... Non, j'ai pas envie de tout perdre, l'argent que j'ai mis de côté, etc. Donc toi, quel est ton rapport à ça? Tu sais, il y a un grand philosophe qui dit « La réussite, c'est d'avancer d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. » Moi, je suis comme un joueur de casino, je peux mettre tapis. C'est ça qui est dangereux, mais parce que j'ai pas peur de l'avenir. Ouais. Déjà, j'ai une foi inébranlable. Et demain, je peux avoir 100 millions et tout investir dans un truc. Et après, tu me dis, bah, le truc s'est planté, bon, ça fait rien. On va passer à autre chose. Tu vois? Il ne faut pas perdre cet enthousiasme. Tu vois, l'acquis, ça fait jamais kiffer tout le monde. Moi, c'est pas un truc qui me fait kiffer. Et il faut être habitué à vivre avec du minimalisme. Tu sais, il y a un auteur, je crois, japonais, qui disait qu'en fin de compte, quand tu achètes des vêtements, tu mets que 20% de ton armoire. C'est la réalité. Tu vois, les grands patrons américains, ils ont 2-3 t-shirts, 2-3 jeans, c'est tout. Bien sûr. Il y a des choses qui servent à rien. Moi, je suis pas un consommateur. Ouais. Je suis un entrepreneur, mais je suis un très mauvais consommateur. Je peux vivre avec 2000 balles par mois si je veux. Tu vois? Et à la base, je n'ai pas entrepris pour gagner des millions. Comme je le dis et je le répète, j'ai entrepris pour être libre et pour rendre fiers mes parents. S'il n'y avait pas eu ça,
Je pense que j'aurais été le genre de personne qui aurait pris un sac à dos et tu m'aurais retrouvé serveur en Australie, à Bali, en train de me balader de pays en pays parce que j'adore ça. Mm. La liberté. La liberté. Ouais. La Ouais. liberté. Mais pour en venir au sacrifice, c'est Ouais. ce qui m'a toujours surpris, même moi chez mes salariés. Mais des mecs, on voulait les faire évoluer, je comprenais pas. Ils venaient me voir, non. Après, il appelait sa femme. Ouais, allô, ça te dérange pas si je vais passer manager, mais je rentre plus à 18, mais à 19. Mais... Et après, je te dis, quand tu gares la Bugatti, il dit pourquoi? Il dit Hakim, pourquoi tu as un bateau? Frangin, quand moi j'ai eu des opportunités, j'ai pas appelé ma femme en lui disant ci ou ça. Je dis écoute, allô, moi ma vie elle passe avant toi, avant tout. Mm. Tu comprends? Ouais. Je vais travailler, je rentre tous les jours à 4 heures du mat. Ou je le dis même pas, je fais ce que je veux. Bien Mon sûr. but c'est de réussir. Bien sûr. Bien sûr. Tout le reste ne m'intéresse pas. Et en partie, réussir, mais derrière, bah, ça profite justement à tout ton entourage. Bien sûr, ça profite à tout ton entourage. Mais le rapport à l'échec de ces personnes-là, je sais pas. Ils ont un rapport à l'échec très élevé. Que ce soit, tu as des salariés, ils ont ce truc où, comme tu dis, ils veulent pas avoir plus de responsabilités, partir une heure plus tard, etc. Et tu as même des entrepreneurs, ils veulent pas prendre de risques pour. Tu vois, ils pensent que s'ils font tapis, que demain, tout, leur monde s'arrête. Mais en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que quoi qu'il arrive, j'ai un ami, il a 25 ans et il essaye toujours des projets. Il gagne énormément d'argent, mais tout le temps tapis. Mhm. Et je lui dis, bon, t'as pas ce rapport à l'échec, tu t'en fous. Il me dit, mais frère, je rentre chez moi en France, je retourne dans ma chambre de famille et puis je recommence. Bien sûr. Je recommence et puis, enfin, Faut pas j'ai avoir peur. Tu sais, la vie, elle réserve plein de surprises. Et ces gens-là, j'ai toujours dit, ils sont aidés. Ils sont aidés par le karma. Faut pas avoir peur. Tu as des gens, c'est des peureux de tout. Moi, j'ai des salariés, tu sais, en plus, ils sont bloqués. Ils ont le crédit maison, crédit voiture, tout est bloqué. Et ils vivent comme s'ils allaient jamais mourir. Hmm. Tu sais, ils sont là, tout est organisé. Mais non, prends des risques dans la vie. Tu veux réussir, prends des risques. Tu peux pas réussir sans risque, sans sacrifice, sans choix. Fais des choix. Ils veulent pas faire. Mais je te dis, les entrepreneurs, je sais même pas si c'est 1%, les vrais entrepreneurs. Les preneurs de risques, c'est même pas 1%. Ouais. Et de toute façon, un vrai entrepreneur, même tu vas vendre ta boîte 100 millions, tu vas faire quoi? Il y a un moment, tu vas t'ennuyer. Tu vas réinvestir pour faire du business. Ouais, t'en as énormément hein, Bien qui sûr. ils s'arrêtent pas, quoi. Parce J'ai que- vu dernièrement aussi une personne qui a vendu sa boîte je ne sais combien de millions. Il a arrêté pendant quelques mois. Après, il s'est dit, mais je peux pas. C'est quoi ma vie? Mais au bout d'un moment, tu t'ennuies. Hmm. L'humain, il est fait pour avoir des ambitions, pour faire des choses, pour construire, pour innover, pour être créatif. Elon Musk, il est toujours en train de. Bien sûr. Et il vit, comme tu dis, minimaliste. Hein. Il a un petit appartement, il vit dedans, il dort. C'est juste pour dormir. Tous les grands patrons sont comme ça. Ouais. T'en as plein, ça les excite pas forcément d'avoir une maison de 600 mètres carrés, 18 voitures. Est-ce que c'est ça qui fait vraiment le bonheur? Je crois Mhm. pas. Hein. Ouais. Tu vois, moi, tu sais, les mecs les plus riches que j'ai vus, que je connais, hein, ils sont en classe éco dans l'avion. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ils s'en foutent. Hein. Mm. Parce que c'est des gens qui réfléchissent business. Ils disent, je vais à un point A, un point B. Pourquoi je rajouterais dans un billet 3 000 euros alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim Voilà, pour au final manger un macaron de plus? ouais, c'est clair. Ça sert à rien. Mm. Donc ça, c'est des choix personnels. Ça n'a rien à voir avec la richesse. Hein. C'est pas parce que tu vois quelqu'un en première classe qui est plus riche que l'autre en classe éco. Hein. Ouais, des fois, c'est juste du m'as-tu vu? En plus, aujourd'hui, on est dans ce business-là de la surenchère à qui a fait quoi, les photos d'Insta, etc. Le patron de Subway, je crois que c'était 12 milliards la fortune, il voyageait toujours en classe éco. Alors qu'il pouvait acheter les compagnies aériennes. Ouais. Non, c'est question de personnalité. Ouais. Il y a des gens, tu sais, surtout la génération avant nous, qui ont beaucoup souffert pour gagner de l'argent. Ils savent c'est quoi l'argent. Tu sais, une fois j'étais avec un homme qui a, je dirais pas quelle ville, mais en France, tout le foncier de la ville est à lui. Et on va prendre un café ensemble. Et quand il prend le café, il prend le sucre pour chez lui. Et je lui dis, mais pourquoi vous prenez le sucre? Mais il me dit, j'ai payé, c'est à moi. Je l'ai payé, il est à moi. Il me dit, vous savez, il y a une époque, quand on était jeune, on n'avait pas de sucre. Donc, il faut comprendre la mentalité de ces gens-là, parce que c'est comment ils ont grandi. Il y en a qui ont grandi sans eau chaude et sans lumière. Et c'est pour ça que tu vas voir des gens de la génération de nos parents, tu es à la maison, il dit, éteins la lumière. Ça coûte de l'argent. Lave-toi avec de l'eau froide, parce qu'il y a des gens qui ont grandi avec le manque. Et il faut apprendre à comprendre ces gens-là. Bien sûr. Nous, notre génération, là, elle a grandi avec voilà, limite le trop de consommation. Ouais, c'est le surplus de consommation. Voilà. C'est la surconsommation.
Ça me fait penser aussi à une personne de ma ville, exactement pareil. Il a énormément de foncier il a une grosse boîte de syndic copropriété. Ouais. C'est une personne très âgée qui doit avoir aujourd'hui peut-être 75, 80. Et depuis que je suis gamin, je le vois passer en voiture jusqu'à aujourd'hui à présent. Ça fait plus de 20 ans. Je le vois avec une 205 blanche, avec son petit chapeau. Il va à ses rendez-vous avec sa 205 blanche. Parce que tu as des gens, ce qui leur plaît, c'est leur boulot. C'est ce ça. qu'ils font. Ils sont pas forcément matériels. Tu as plein de gens qui sont pas axés matériels. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'ai démarré, j'ai acheté une très belle Mercedes à mon père. Il ne l'a jamais prise, il l'a rendue. Parce que c'est quelque chose qui lui plaît pas plus que ça. C'est une génération de personnes qui vont leur faire plaire. C'est peut-être ce qui vont leur plaire, c'est peut-être un bon resto. Enfin, je sais même pas moi, mais il y a des gens qui ont aucune passion. T'as des gens, ils aiment pas les vêtements. Surtout cette génération précédente. Hein. Ils aiment pas forcément les voitures. Une maison, c'est une maison. Ils aiment pas forcément les voyages. Moi, je prends le cas de mon père. Ce qu'il aime, c'est que travailler. Donc même tu vas lui donner 10 millions, il s'en fout, lui il va faire que bosser, il aime que bosser. Chacun a sa personnalité. Sa personnalité et ce qu'il aime dans la vie. Hein. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous laisse avec un petit teaser du prochain épisode avec Hakim. Abonnez-vous également à nos réseaux sociaux qui sont en lien dans la description et je vous dis à la prochaine. On connaît tous McDo, Burger King. T'as vu, quand ils ouvrent, ils font pas une euphorie. Il n'y a pas une grosse communication au départ. Est-ce que tu sais pourquoi ? Non. Le meilleur concept au monde, c'est l'emplacement. Une fois que tu as un emplacement, j'ai envie de dire, la franchise, elle passe pas, tu peux passer à une autre franchise, ça fonctionnera. Si tu es mauvais en business, même avec un bon franchiseur, tu gagneras pas d'argent. Tu as voulu racheter Quick. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du processus ? Comment ça s'est passé dans les fonds ? Dans le monde du halal, il y a plein de fast-food, mais il n'y a rien en restauration assise. Il y a un marché de dingue. Quelles étaient tes intentions dans ce business-là ? Le but, ça aurait été d'en faire la marque de burger halal numéro 1 au monde. Et donc, je fais un super business plan, une centaine de pages, je bosse dur et tout avec mon équipe. On fait un truc magnifique, franchement, j'étais content du boulot. J'arrive devant le juge,